Saint-Léonard a une longue histoire d'immigration, d'abord en provenance de l'Italie, ensuite des Antilles et du Maghreb, si bien qu'aujourd'hui, 80% de sa population est issue de l'immigration de première ou de deuxième génération. C'est également l'arrondissement dans l'est de l'île le plus populeux qui regroupe un grand nombre de familles, dont 70%, vous l'aurez deviné, sont issus de l'immigration. C'est également l'arrondissement qui compte le plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté dans l'est de l'île. Dans cette série de vos nouvelles en bref en temps de pandémie, on jette un regard sur l'arrondissement de Saint-Léonard et dans ce premier épisode, on parle de sécurité alimentaire, plus précisément chez les enfants. Et je joins donc Catherine Damour, qui est directrice des programmes au Club des Petits Déjeuners. Alors, Madame Damour, bonjour. Bonjour. Donc, on sait que le Club des petits déjeuners offre des déjeuners aux élèves à travers le Canada, à des milliers d'enfants. Quel est en fait un peu l'objectif et la mission de l'organisme plus précisément? Oui, donc dans le fond, l'objectif du Club des petits déjeuners, c'est de donner une chance égale de réussite à tous les enfants. Et ça, on pense que ça passe par un petit déjeuner santé Mhm. à tous les matins. On veut que tous les enfants puissent arriver à l'école, en fait, commencer leur journée avec le ventre plein. Et comment se met en place les programmes dans les écoles? Mais on a plusieurs façons de soutenir les écoles. C'est sûr que à chaque fois qu'on rentre dans une école, en fait, on veut voir les besoins, les capacités de l'école, la couleur un peu que l'école veut donner aussi à son programme de déjeuner. C'est certain que Mhm. mon rôle à moi, c'est d'accompagner les écoles, de les outiller, de trouver la meilleure formule en fonction de leurs besoins. Donc, il y a plusieurs façons. Il y a des écoles qui reçoivent de la nourriture directement livrée de notre entrepôt à D'accord. Boucherville, alors que d'autres écoles vont opter plus pour un financement et donc ils vont faire leurs achats eux-mêmes. Mais là-dedans, on va toujours les guider pour les aider à faire les meilleurs choix possibles pour les petits déjeuners. Puis on a des nouvelles formules qui commencent à se développer aussi de solutions créatives là, avec des partenaires du milieu. Donc, il y a vraiment plusieurs manières de faire pour vraiment s'adapter aux besoins et aux réalités de chaque école, de chaque secteur. Et ben, justement, on pense souvent qu'un enfant qui ne déjeune pas, c'est pour des raisons financières. La famille ne peut pas se permettre d'avoir assez d'argent pour nourrir tout le monde et le déjeuner est souvent le premier coupé. Mais il y a d'autres raisons aussi qui peuvent mener pourquoi un enfant ne déjeune pas. Est-ce que vous pouvez nous en nommer quelques-unes? Oui, en fait, effectivement, quand on parle du club des petits déjeuners, on pense souvent à la raison financière, mais il y en a beaucoup d'autres. On parle, par exemple, de la routine pressée du matin, Oui. moindrement que les parents travaillent plus tôt ou qu'il y a plusieurs enfants à aller, ou il y a plusieurs enfants à la maison, il faut aller emporter à la garderie, il faut les habiller, tout ça. On peut penser que le petit déjeuner, rapidement, ben, il y a moins de temps, l'enfant a moins de temps pour être encadré aussi dans son petit déjeuner. On peut penser aussi à des enfants qui n'ont pas faim quand ils se lèvent le Oui. matin. Donc, c'est très difficile de faire manger un enfant qui n'a pas faim. Puis là, il arrive à l'école, puis là, oups, il commence à avoir un petit creux, puis c'est là vraiment qu'il s'active Mhm. et que la faim est présente. Donc, ça aussi, c'est un autre cas de figure. On a aussi les enfants qui sont voyagés par autobus scolaire. Souvent, dépendamment des routes d'autobus, l'autobus passe très tôt le matin. Oui. Donc, les enfants ils doivent soit déjeuner très tôt ou sinon ben, c'est pour ça que le fait de déjeuner à l'école, c'est une option qui est très intéressante pour toutes ces raisons-là. Et là, on le sait, ça fait plusieurs années qu'on le répète, puis bon, le déjeuner, c'est le repas le plus important de la journée. Concrètement, un enfant qui commence sa journée avec le ventre plein, quel impact que ça a sur sa journée? Oui, ben en fait, le petit déjeuner, surtout quand on parle d'apprentissage, c'est le repas le plus important parce que dans les écoles, ce qu'on observe, c'est que la majorité des connaissances, des compétences, en fait, il y a beaucoup de temps de classe le matin, donc on veut que les enfants soient prêts à recevoir toutes ces informations-là et à Oui. participer. Donc, quand on parle des impacts d'un petit déjeuner, on parle de meilleures capacités d'apprentissage. On parle aussi d'amélioration des comportements. On le voit là, un Mhm. enfant qui a faim, qui peut gigoter un petit peu plus. Des fois, on parle aussi Oui. du stress de la faim, donc de ne pas Mhm. savoir c'est quand notre prochain repas ou d'anticiper
constipé, qu'il n'y a pas assez de nourriture dans la boîte à lunch pour faire la journée au complet. Donc, tout ça, c'est un stress qu'on peut observer chez les enfants. Puis, au-delà de ça, dans une école, un programme de petit déjeuner, ça permet aussi une implication de la part des enfants, donc le développement d'un sentiment d'appartenance. Et puis aussi, c'est souvent des projets qui sont très rassembleurs. Donc, on voit aussi beaucoup la communauté scolaire se mobiliser autour de ces programmes-là. Et avant le début de la pandémie, selon les données qu'on peut trouver sur votre site web, c'est un enfant sur 4 qui ne déjeunait pas le matin, ce qui est quand même important. Mais là, depuis le début de la pandémie, on est à un enfant sur 3 qui ne déjeunerait pas en fait le matin. Est-ce que vous, sur le terrain, étant donné que vous êtes en lien direct avec les écoles, constatez une augmentation de la demande? Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'est une augmentation de 25 à 30 des inscriptions, c'est-à-dire dans les écoles où il y avait déjà un programme de déjeuner par rapport à l'an passé. Oui. C'est 25 à 30 de plus d'élèves qui sont inscrits cette année. Moi, j'ai des directions d'école qui m'ont dit aussi, avant, ils fonctionnaient avec un formulaire d'inscription qu'ils envoyaient à chacune des familles. Et puis là, c'était à la famille de décider s'ils inscrivaient l'enfant ou pas au programme de déjeuner. Mais il y a des directions d'école qui m'ont dit cette année, Catherine, on veut nourrir toute l'école. On ne veut pas nécessairement passer par le formulaire d'inscription parce qu'on sent que les besoins sont énormes et puis on veut donner vraiment cette possibilité-là. Donc, c'est ce qui explique aussi les augmentations. Les équipes écoles le sentent, les directions le sentent. Et avec tous les enjeux sanitaires actuels, l'offre a dû être revue, hein, j'imagine. Comment fonctionnez-vous en ce moment? Oui, ben en fait, à la fin de l'année scolaire dernière, donc le mois de mai et le mois de juin, il y a des écoles à l'extérieur de Montréal qui ont rouvert leurs portes. Et puis, donc, rapidement, le Club des petits déjeuners s'est repositionné et a offert un menu qu'on appelle un menu adapté, justement pour répondre aux règles, aux mesures sanitaires qui sont mises en place dans les écoles. C'est une formule on a recueilli les commentaires des écoles qui l'ont testée. On a revu notre formule, on l'a améliorée. Et puis, actuellement, c'est cette formule-là qu'on offre à toutes nos écoles au Québec. Donc, on fait plutôt la promotion d'aliments qui vont être emballés individuellement. Donc, on veut le moins de manipulation possible de ces aliments-là. D'une part parce que on voudrait pas qu'il y ait possibilité de contagion à travers la manipulation des aliments, mais surtout parce que dans les écoles actuellement, ben, on sait que nos bénévoles habituels ne peuvent pas nécessairement entrer dans l'école. Donc, ça dépend vraiment des écoles, mais il y a beaucoup d'écoles dans lesquelles ben, les personnes de l'extérieur ne peuvent pas rentrer. Donc, on a beaucoup moins de personnes qui peuvent s'occuper de la préparation, de la distribution des aliments. Donc là, c'est des équipes écoles qui se mobilisent pour continuer à offrir le petit déjeuner. Et c'est beaucoup plus simple quand les aliments sont déjà préportionnés, quand ils sont déjà emballés individuellement. Donc, c'est ce menu-là qu'on offre à tous. Puis moi, je trouve qu'on a réussi rapidement à se repositionner et puis à offrir un menu qui est assez varié avec les contraintes qu'on avait. Parce que c'est ça, justement. Je sais qu'il y a certaines écoles qui offraient même habituellement des repas chauds faits sur place ou, bon, d'une façon ou d'une autre. Mais dans les circonstances, donc, on y va avec des portions individuelles, comme vous dites. Et justement, pour avoir une idée à quoi pourrait ressembler le déjeuner type d'un enfant? Bien, en fait, pour avoir un petit déjeuner complet et sain, on veut s'assurer qu'il y ait toujours un fruit ou un légume, un produit protéiné. Donc, on a soit du yogourt, on a notre fromage, des écoles qui ont du lait. Cette année, on a aussi intégré le Wow Butter, qui est une alternative au beurre d'arachide, mais qui est sans arachide. Donc, on va chercher des sources de protéines assez variées. Et puis, on veut toujours un produit céréalier à grains entiers. Donc, on a des petites galettes à l'avoine, on a des petits pains, il y a des toasts Melba, donc il y a toutes sortes des petites barres tendres. Donc, c'est toujours ces trois éléments-là qui composent le petit déjeuner des enfants. Des enfants. Donc, un bon repas équilibré. Et là, vous, plus précisément, vous êtes en charge des programmes, entre autres, dans la portion nord-est de l'île, où est situé Saint-Léonard, qui est en fait l'arrondissement dans l'est de Montréal qui compte le plus grand nombre de personnes en situation de pauvreté. C'est en fait une personne sur 5 qui est en situation de pauvreté. Quels sont les enjeux que vous constatez, vous, sur le territoire à travers les différentes écoles?
du territoire bon, de Saint-Léonard et un peu plus largement dans l'est, dans le nord-est de l'île. Oui, bien en fait, Saint-Léonard, c'est principalement le centre de services scolaires de la Pointe-de-l'Île, Oui. anciennement la commission scolaire de la Pointe-de-l'Île. Ce Mhm. qu'on observe dans ce centre de services scolaires-là, ce sont des populations scolaires assez élevées, c'est-à-dire des écoles où il y a beaucoup d'enfants. Oui, hein. On observe aussi dans certaines écoles des défis d'espace, donc il n'y a pas un grand local pour servir le déjeuner, il n'y a pas beaucoup de place non plus pour rentrer des réfrigérateurs ou des congélateurs pour entreposer la nourriture. Donc, on essaie de trouver des solutions créatives, aussi avec des acteurs locaux pour justement répondre à ces besoins-là spécifiques de ce centre de services scolaires-là. Il y a plusieurs écoles qui sont actuellement éligibles à l'ouverture d'un programme de petit déjeuner, puis on est déjà en conversation avec plusieurs de celles-ci pour voir à l'ouverture prochaine d'un programme de déjeuner. Et là, si les gens veulent aider d'une manière ou d'une autre, comment peuvent-ils s'impliquer dans les projets du Club des petits déjeuners? En temps normal, je vous aurais dit inscrivez-vous sur notre site Internet pour devenir bénévole. Mais là, comme je vous disais tantôt, c'est Mhm. pas toutes les écoles qui peuvent faire appel aux forces bénévoles pour les aider actuellement. C'est sûr que si vous avez un intérêt, c'est toujours une bonne idée d'aller cliquer sur notre site Internet sur le bouton devenir bénévole. Mais sinon, il y a toujours la possibilité de faire des dons. En fait, on est dans une grande campagne de financement pour la rentrée scolaire. Donc, Oui. c'est là qu'on peut amasser des fonds pour être capable de soutenir les écoles pendant toute l'année. Donc, si c'est possible pour vous de faire un don, je vous rappelle que c'est pour nourrir un enfant, pour un déjeuner, c'est 3 $. Mhm. Donc, à la hauteur de vos moyens, ça aide toujours. Et donc, justement, si on va avoir plus d'informations sur le Club des petits déjeuners, s'impliquer d'une façon ou d'une autre, on peut se rendre sur votre site Internet qui est breakfastclubcanada.org/fr ou encore, on vous suit sur la page Facebook et ou encore, à plus forte raison, le courriel direct général qui est info@commercial clubdéjeuner.org. Alors, Madame Catherine Damour, coordonnatrice de programme au Club des petits déjeuners, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup. Je joins donc maintenant notre collaboratrice Marine Tardieu qui va nous en apprendre davantage sur Saint-Léonard qui se démarque par son milieu de vie de qualité, attractif, sécuritaire également, par la beauté de ses parcs et de ses divers espaces verts ainsi que de ses installations modernes. Alors, Marine, dis-nous-en davantage sur ce territoire. Oui, bonjour Marie-Michel. Saint-Léonard, c'est une ancienne ville qui a été récemment, qui est devenue récemment un arrondissement en 2002. Donc, c'est le quartier le plus populeux de l'Est de Montréal. Et ce qui est bien, il y a quand même on compte plus de 78 000 personnes. Donc, il y a beaucoup de gens à Saint-Léonard. Et ce qui est bien quand même pour le secteur, c'est qu'il est facile d'accès. C'est facile d'accès pour la population et d'un point de vue économique parce qu'on a des grands boulevards qui traversent. On a l'autoroute 40, dans les boulevards, on a la Cordaire, on a l'Angelier, on a Viau. On a également les rues Jean Talon et Jarry qui sont des rues très achalandées et avec beaucoup de commerce et qui est très bien pour la population. C'est une population qui a beaucoup de personnes âgées, donc on compte plus de 16 000 personnes âgées. Pourquoi? Parce que beaucoup d'infrastructures, justement, sont installées pour ces gens-là dans le secteur. Il y a une très grande mixité sociale et culturelle et intergénérationnelle. Et ce qui fait la fierté et la vitalité, justement, de ce secteur et sa force, en quelque sorte. Et une personne sur deux sont nées à l'extérieur de Saint-Léonard et donc dans ce secteur-là. Donc, on compte quand même 37 000 personnes qui sont originaires d'autres pays, comme en premier, on pourrait dire l'Italie, qui sont les plus nombreux. Après ça, on a Haïti, on a les pays du Maghreb comme le Maroc et l'Algérie et une petite communauté vietnamienne. Donc, c'est un des secteurs aussi qui, malheureusement, compte le plus de tout-petits qui vivent dans une situation de pauvreté et beaucoup de personnes aussi d'un certain âge, de personnes adultes
qui sont sous-scolarisés et qui n'ont pas un diplôme, une certification d'études secondaires. Donc, c'est vraiment les problématiques du secteur et on a aussi beaucoup d'enfants dus au fait de l'immigration, beaucoup d'enfants de moins de 6 ans qui n'ont pas la maîtrise de la langue française et la langue anglaise, ce qui vraiment amène une problématique et des enjeux pour ce secteur-là, qui vivent non seulement dans la pauvreté et qui font face à un manque aussi on va voir aussi qu'il y a un manque de logement, un manque d'infrastructures pour justement accompagner ces personnes-là. Mais on sait qu'en ce moment, Saint-Léonard travaille énormément justement avec sa population pour pouvoir améliorer les conditions de vie. Donc, ça reste que Saint-Léonard, c'est un secteur qui est très convivial. C'est beaucoup de jeunes et beaucoup de familles, qui est très agréable. Donc, depuis le début de la pandémie, on a eu quand même 1673 personnes qui ont été atteintes du COVID, qui est quand même un gros chiffre, mais quand même qui est parmi les villes qui ont été quand même moyennement touchées par la situation de la pandémie. Et en contexte donc de pandémie, quels sont les différents endroits sur le territoire pour pouvoir avoir accès à un dépistage? Donc, nous avons des cliniques de dépistage de Chauveau qui se trouvent sur la rue Chauveau, qui est ouverte 7 jours sur 7, de 8h à 20h. On a également la clinique de dépistage Juvio, qui est une clinique de dépistage seulement automobile. Donc, vous avez accès de 8h30 à 15h et ça se retrouve entre Sherbrooke et Pierre de Coubertin. Sinon, je vous invite à appeler le numéro central qui est le 514-644-4545 ou encore le numéro sans frais 1877-644-4545. Et vous avez également le soutien psychologique qui est disponible en tout temps, 514-940-3300. Et là, depuis donc le début de la pandémie, les organismes communautaires travaillent d'arrache-pied pour aider les citoyens et les citoyennes qui vivent des difficultés en lien avec la pandémie. Et un des sujets primordiaux, c'est la question de la sécurité alimentaire, justement. Quels sont quelques organismes forts sur le territoire de Saint-Léonard? Oui, alors moi, j'ai 2 centres que je vais relever. C'est l'Association haïtiano-canado-québécoise d'aide aux démunis. Donc, eux, justement, ils offrent de l'aide au niveau alimentaire, malgré la situation du COVID. Ils sont encore accessibles au niveau virtuel et pour la distribution de la nourriture, le jeudi, ils font de la distribution. Vous pouvez les appeler justement pour avoir plus d'informations au 514-852-1011. Et cela c'est pas particulièrement pour la communauté haïtienne, ça n'exclut pas les autres personnes qui sont dans une situation précaire. Donc, c'est pour tout le monde. Donc, on a aussi la Société de Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Léonard, en fait, le garde-manger de Rosalie, qui, eux aussi, font du dépannage d'urgence. Et vous pouvez les contacter au 514-852-2142. Et c'est pour les personnes qui sont personnes à faible revenu. Alors maintenant qu'on doit encore une fois respecter des mesures sanitaires plus strictes, est-ce que tu as quand même réussi, Marine, à nous trouver quelques activités qu'on pourrait faire? Oui, absolument. Souvent, ça va être, alors particulièrement, ce sont des activités justement en ligne qui sont disponibles. On a justement l'ONF à la maison qui a souvent des programmations assez régulièrement. On a une très belle programmation qui va se faire le mercredi 25 novembre à 19h. C'est Plus haut que les flammes avec Monique Leblanc. Donc, c'est une projection virtuelle, donc c'est un film. Et en fait, je vais vous expliquer un peu de quoi ça parle. C'est un film, c'est une adaptation en fait émouvante du texte de Louise Dupré, qui avait gagné un lauréat du prix du gouverneur général en 2011. Donc, c'est resté entièrement par la comédienne Violette Chauveau. Et c'est un film qui est tourné à Auschwitz et au Canada et qui va vraiment par la Louisiane, qui va au Nicaragua et l'Ukraine. C'est vraiment très intéressant. Donc, moi, je vous invite à aller regarder sur leur page Facebook pour avoir plus d'informations sur leur programmation et justement ce film qui va passer.
On a également la bibliothèque qui est disponible pour des prêts, mais des prêts sans contact. Bien sûr, le port du masque est obligatoire et le nombre de personnes sont limitées. Et moi, ce que j'ai relevé qui était intéressant pour ceux qui aiment faire du yoga et de l'exercice à la maison, il y a un site internet, monyogavirtuel.com, avec Annie Langlois, qui offre des exercices ou des activités de yoga qui pourraient être intéressants. Et on a aussi sur le Radio-Canada des émissions très intéressantes que vous pouvez écouter. Donc, on appelle ça les balados. Donc, si vous allez sur radiocanada.ca, justement, vous pouvez avoir accès en allant dans la section balados. Il y a toutes sortes d'émissions sur différents sujets qui sont très intéressants à écouter, autant pour les adultes que pour les enfants. Bien, merci infiniment, Marine, d'avoir fait ce petit tour de Saint-Léonard avec nous. Et moi, je vous invite justement, si vous voulez voir d'autres épisodes abordant Saint-Léonard, à vous rendre sur tcftv.ca. Également, on y parle avec le maire d'arrondissement, Michel Bissonnet, ainsi qu'avec les responsables de la Maison de la famille de Saint-Léonard. Aussi, suivez-nous sur Facebook, Instagram et Twitter pour ne pas manquer d'autres épisodes sur d'autres arrondissements montréalais.